Alors, bonsoir Cléa Vincent, merci de me recevoir en interview au Nouvel Atrium à Saint-Avertin. Ce soir c'est l'Intime Festival. Est-ce que tu as prévu une configuration particulière J'ai entendu parler d'un certain Raphaelite. Est-ce qu'on a droit à quelque chose de spécial ce soir? Oui, on a le droit à quelque chose de spécial. On a le droit à la formule disons réduite de mon projet parce que habituellement on est 4 sur scène. Ce soir on est 2. Je joue avec Raphaelite comme tu dis, et ce qui fait que je vais jouer les basses et d'habitude c'est Baptiste qui les joue, et puis il n'y aura pas tous les jolis synthés habituels, mais on entendra quand même très bien les chansons, et puis ce sera assez groovy parce que quand il y a Raphaelite, il y a le groove. Raphaelite, c'est quelqu'un qui t'accompagne non, depuis le début du projet? Ouais, Raphaelite, je l'ai rencontré en 2014 et assez rapidement on a joué ensemble, et puis petit à petit il a commencé à composer aussi avec moi, et puis il a réalisé mon deuxième EP. Le premier c'était moi en grande partie, le deuxième lui. Et il a réalisé aussi l'album, et il y a des chansons qu'on a écrites ensemble. Donc en fait, c'est marrant, progressivement, il est passé de juste batteur à co-auteur, compositeur, puis réalisateur. Et aujourd'hui, on fait vraiment tout main dans la main, quoi. Voilà, c'est mon binôme, et j'ai beaucoup de chance parce que c'est un métier quand même difficile. Il faut être très disponible pour à la fois le public, la promo, les concerts, il faut répéter, il faut écrire et tout. Et être deux, c'est quand même pas mal. Donc ça permet de diviser les tâches entre guillemets, même si rien ne me semble pénible dans mon métier d'artiste musicienne. Mais voilà, donc bien chouette de pouvoir être deux pour être encore plus fort. Alors toi, tu as quand même un système de production qui est assez particulier. Tu as notamment fait un crowdfunding pour ton album, Retire mon désir. Alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce système de crowdfunding? Alors, au départ, c'était pas... disons que ça me passionnait pas comme projet, le crowdfunding, et puis je me suis dit mais en fait j'ai quand même envie d'être producteur de ma musique, j'ai envie d'être libre, donc je vais monter ce système de précommande d'albums qui finalement est pas mal, quoi. J'ai vendu plein de disques avant même qu'ils soient fabriqués, et ça m'a permis d'avoir 12 000 euros pour payer des clips, payer les enregistrements et tout. Et ce qui est génial, c'est qu'on a gagné des sous aussi avec la vente de disques, et que là on a pile poil assez d'argent pour produire le deuxième album. Donc en plus c'est une économie, si tu veux, qui se régénère comme ça. Donc grosse bonne nouvelle, on va pouvoir être producteur aussi du deuxième sans refaire un crowdfunding, quoi. Donc c'est un crowdfunding finalement plus pour deux que pour un album. Alors pour rappeler le principe, donc c'était sur Ulule, je crois. Donc en fait, les fans pouvaient apporter une certaine somme. En échange, ils avaient une contrepartie. Alors j'ai vu qu'il y avait des contreparties assez rigolotes, des lettres manuscrites, on pouvait prendre un café aussi avec toi. Est-ce que tu as eu des grosses sommes comme ça, des contreparties spéciales? Bon, le café, c'est plus une blague, c'est plus pour remettre les disques et puis remercier, parce que quelqu'un qui met 500 balles dans le projet, a priori, c'est qu'il croit vraiment en toi. Je trouve que le minimum, c'est quand même de le rencontrer, parce qu'il devient quasiment mécène. Donc c'est pas du tout pour faire entre guillemets la bitch pour faire un café avec moi, c'est 500 balles. Non, c'est vraiment pour dire merci, quoi, tu vois, c'est la moindre des choses. Et il y a eu ceux qui avaient le droit au café, ils avaient surtout le droit à un concert à domicile. Et voilà, c'était plus pour la blague, mais c'est fabuleux. Il y a eu 3-4 personnes que je ne connaissais pas qui ont mis des grosses sommes, notamment un mec qui vit en Israël qui a mis 500 balles et il a demandé aucune contrepartie, donc ça j'ai halluciné. Voilà, donc la planète, quoi, c'est fou. Il y a des gens comme ça qui juste par pure générosité soutiennent des projets comme le mien. Puis j'ai fait quelques concerts à domicile qui étaient super sympas. Enfin bref, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir autant de participants, de pouvoir faire le disque dont je rêvais. Et là, aujourd'hui, d'avoir encore des sous pour faire un super mix, super mastering. Bref, trop bien. En plus, toi, les bandes t'appartiennent en fait. Tu as vraiment fait ce choix-là de tout faire en autoproduction. Ça t'apporte quoi finalement? Quel est l'avantage dans tout ça? Déjà, j'ai un plus gros pourcentage sur la vente des disques, hein. Concrètement, ça passe de 7% à plus de 20%.
Après, ça représente pas des sommes énormes parce que, comme tu sais, on ne vend pas beaucoup de disques, mais c'est toujours ça de prix. Et puis, ça me permet surtout d'être libre. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de signer en licence au Japon avec un label ou juste si j'ai envie que ma musique elle soit dans un film, j'ai aucune autorisation à demander. Voilà, je peux faire ce que je veux avec mes morceaux sans que jamais personne me fasse chier, quoi. Et justement, cette cagnotte qui a été largement dépassée te permet donc de produire un autre album. Est-ce qu'il est en cours de travail ? Il sera terminé, alors ce qu'on appelle les mises à plat, c'est-à-dire les morceaux dans leur version définitive, mais avant le mixage, vont être terminés fin février et ils passent au mixage mastering mars. Donc je vais pouvoir sortir un morceau en mai, un clip en mai et l'album entier à l'automne prochain. Donc il y aura eu 2 ans entre le premier et le deuxième, ce que je trouve plutôt bien à l'heure d'aujourd'hui. Il ne faut pas disparaître trop longtemps. Et puis même, j'avais envie de chanter des nouvelles choses, quoi. Ça faisait 10 ans quasiment que je tournais sur le même répertoire. Donc là, c'est que des nouvelles chansons. C'est un truc de malade. Ça me fout les chocottes, par contre. Hein. Je te le cache pas. Ça fait 10 ans que tu fais le même répertoire, comme tu dis. Mais tu faisais quoi juste avant la chanson, la musique ? Jusqu'à 21 ans, j'étais en faculté. Non, pardon, 23-24 ans, j'ai continué les études jusqu'à la licence, jusqu'au master en fait, d'économie. Et je faisais de la scène en parallèle. Et puis un jour, j'ai vraiment fait un choix définitif du métier que je voulais faire. Mais avant ça, mes parents et puis moi-même, j'avais envie d'un petit diplôme, juste histoire de dire, c'est pas parce que je suis nulle scolairement, c'est un vrai choix, la musique, quoi. Et tu as un autre projet à côté, c'est Garçon. C'est un trio en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est né ce projet et comment aujourd'hui tu le vis en fait en tant qu'artiste ? Le projet Garçon est né au Trois Baudets, qui est une salle hyper importante historiquement pour la chanson française. Et les Trois Baudets produisent chaque année un spectacle qui se joue un mois entier dans la salle, au mois de juillet. Et donc il y a une année où j'ai été choisie pour inventer une création là, et j'ai appelé tout de suite. J'avais hyper envie qu'on soit 3 chanteuses. Je trouvais ça classe. 3 voix, l'émotion multipliée par 3, quoi. Donc j'ai appelé 2 copines, Zaza Fournier et Luciole à l'époque. On a monté ce spectacle. On a fait complet quasiment sur presque toute la saison. Et ça a cartonné. Et 2 ans plus tard, on a remonté Garçon, mais dans une version avec que des nouveaux morceaux, avec Zaza Fournier toujours et Carmen Maria Vega. Et là, carrément, on a été signé chez un tourneur parce que le truc, il marchait trop fort, quoi. Parce qu'en fait, il y a vraiment un public pour la chanson de ces années-là, des années 50 aux années 70. Donc, malgré nous, le truc a marché super fort. Et d'un truc qu'on a monté plus pour le plaisir et tout ça, c'est devenu un succès, quoi. Donc maintenant, j'ai vraiment mes deux projets à la fois. Donc, il faut arriver à jauger entre les deux, quoi. Alors tu parles des Trois Baudets, qui est une salle importante pour la musique francophone, et j'anime notamment une émission qui s'appelle Le Quota, en référence au quota de musique francophone qui est imposé à la radio, de façon ironique. Quel est pour toi l'intérêt, pourquoi chanter en français tout simplement ? Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'avais donc une 20aine d'années, j'avais besoin de m'exprimer davantage que juste en jouant du piano. Parce que j'étais déjà musicienne, mais pas chanteuse. Et j'ai eu besoin d'exprimer des choses. Et je sais pas pourquoi, mais c'est venu en français. Alors, je vais dire pourquoi. Je vais dire pourquoi je composais en français. Parce que tout simplement, je suis très nulle en anglais. Je me suis un peu améliorée avec les voyages et les séries américaines. Mais globalement, j'aurais jamais pu exprimer mes émotions dans une langue qui n'est pas la mienne, quoi. Donc il n'y avait vraiment pas du tout ni un choix esthétique, ni un truc de calcul ou quoi. C'est vraiment venu comme ça. Une évidence. Carrément, je dirais un non-choix. Alors, toujours dans le même thème des musiques francophones, il y a Franca qui a disparu récemment. Il me semble qu'elle t'a beaucoup inspiré. Jusqu'à quel point ? Comment on peut reconnaître la patte de France Gall, entre guillemets, dans ta musique, par exemple ? Je vais te donner un exemple concret et c'est totalement inconscient, mais j'ai écrit une chanson qui s'appelle Samba. Et France Gall, elle a une chanson qui s'appelle Samba Mambo.
Et quand tu écoutes les deux, tu les compares les deux, tu entends tout de suite qu'en fait, il y a une ressemblance. Alors, j'ai pas du tout cherché à copier ou quoi, mais de fait, il y a des fois où j'ai des mélodies, à mon avis, qui sont fortement inspirées de Michel Berger. Et ça, c'est parce que je l'ai écouté beaucoup et je sais pas, on a peut-être la même. J'ai la même. Enfin, disons que sont des mélodies qui résonnent et qui me font vibrer, donc je réutilise un peu les mêmes. Peut-être les mêmes chemins, quoi. En essayant quand même de m'en détacher. Voilà, donc comparer Samba Mambo et Samba des Janeiro, la chanson que j'ai écrite, vous comprendrez. Alors Samba, on le retrouve sur Tropiclia, c'est un EP de 5 titres, oui. 5 titres, qui est sorti l'année dernière, pour le printemps de Bourges. J'étais dans la salle de soir là, je m'en souviens. Et est-ce que justement tu arrives à rejouer cette configuration particulière, parce que il faut rappeler le concept de l'EP, c'était enregistré au Brésil, je crois. Alors non, il a été enregistré. Non, le concept de ce disque, c'est que c'était enregistré live. C'est-à-dire que c'est mes musiciens, enfin, j'aime pas dire mes musiciens, mais les musiciens avec qui je joue depuis des années. Et je voulais que ce soit eux sur le disque et qu'on soit ensemble. Donc on a fait en même temps batterie, basse, clavier, voix. Et ce qui fait qu'il y a quelque chose de très naturel. J'aimais bien, j'avais envie que les chansons soient comme ça. Donc c'était ça le concept du live. Et après, fortement inspiré de la musique brésilienne. Et voilà, c'était ça. Et juste une question que je me pose, au début de cette EP, il y a un morceau qui s'appelle Neuilly. Neuilly, ça t'évoque quelque chose de particulier ? Bah, c'est la ville où j'ai grandi. Enfin, disons, je suis arrivée à Neuilly en 6e, donc toute mon adolescence. Mes premiers amours, j'ai eu beaucoup de belles histoires qui sont déroulées dans cette ville. Ça m'a inspiré des chansons d'ailleurs, dont celle-ci. Il y a aussi Méchant Loup, Bête de mes rêves et tout ça. Donc c'est la ville où j'ai grandi. Merci Cléa Vincent. Je t'en prie, c'est un plaisir. Gros bisous à tous les auditeurs de Radio Campus.